Très bien, bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Merci aussi tout simplement au PNR de m'avoir invité à faire cette conférence. Je suis ravi d'être là. Donc je vais vous parler de pollution lumineuse, de ses impacts sur la biodiversité et de qu'est-ce qu'on peut faire pour agir. Donc bon, comme ça a été dit, je ne reviens pas trop dessus. Donc je travaille dans le domaine de l'écologie sur cette thématique qui est la pollution lumineuse depuis maintenant 10-15 ans. Alors, je vais essayer de vous présenter les choses de cette manière. Donc, d'abord, je reviens toujours sur l'état initial, le système naturel, qu'est-ce qui se passe avant que nous, on mette de la pollution lumineuse là-dedans. Donc, il y a la biodiversité, comment ça fonctionne la nuit. Ensuite, effectivement, on verra les émissions de lumière artificielle générées par nos activités, les impacts qu'elles ont sur la biodiversité, et ensuite, les possibilités d'action. Alors, sur la biodiversité la nuit, quelque chose d'important en fait, puisqu'on va parler de pollution lumineuse, on parle de lumière, en fait on parle, sans forcément le savoir, de perception sensorielle. C'est-à-dire que les êtres vivants, les organismes, interagissent entre eux et avec leur environnement par le biais des sens, notamment donc la vision. Donc les êtres vivants sont équipés de systèmes sensoriels, par exemple des yeux, qui vont capter des stimuli, donc par exemple lumineux, et ceci va leur permettre de prendre des décisions, de réagir par des mécanismes réflexes, et donc tout simplement de se déplacer, de faire des choix dans leur environnement, dans leur paysage. Et donc cette perception sensorielle, notamment visuelle, elle va leur permettre justement de sélectionner les habitats qui leur sont favorables, de rechercher des ressources, de trouver un partenaire, ou au contraire peut-être de fuir un prédateur ou un danger, et de se déplacer aussi dans l'espace, donc avec toute une série de repères. Et donc effectivement, parmi les différents stimuli sensoriels qu'on peut trouver, il y a la lumière, il y a aussi effectivement le son ou les molécules odorantes. Donc la lumière, qu'est-ce que c'est? Juste un bref rappel, c'est une onde électromagnétique. Donc c'est à la fois une onde et puis c'est aussi quelque chose qui transporte des photons, donc des grains de lumière. Donc comme c'est une onde, c'est une vibration et on peut la trouver dans des fréquences, des longueurs d'onde différentes, ce qui va donner naissance aux différentes couleurs de la lumière. Et donc finalement, quand on parle de lumière, généralement, on parle d'une composition d'ondes lumineuses qui ont chacune leur vibration et qui vont donner ensuite une teinte, une couleur globale à la lumière. Donc en fait, ce qu'on appelle lumière, généralement, c'est la partie visible du spectre donc, de ces ondes électromagnétiques, qui va du violet au rouge, mais on verra justement que certaines espèces voient en dessous ou au-delà. Alors, vous aurez tous remarqué que la quantité de lumière qu'il y a sur Terre varie de manière cyclique. Depuis des milliards d'années, c'est comme ça, sous l'influence de la rotation de la Terre. Donc pour un observateur qui est considéré comme fixe à la surface de la Terre, lui, il va voir s'enchaîner une période d'exposition à la lumière du soleil et une période où le soleil est masqué, donc d'obscurité. Alors sous nos latitudes, ça se combine sous environ 24 heures, une période de nuit, une période de jour, avec ces deux étapes très importantes du cycle sur lesquelles on reviendra, le crépuscule et l'aube, donc les passages entre le jour et la nuit, qui sont des périodes un peu intermédiaires, mais là où se situe en fait une grande partie des enjeux, parce que la biodiversité est très active à ces moments-là, et c'est aussi là où on éclaire le plus. Donc cette rotation de la Terre, cette alternance, elle donne lieu à deux grands types de paysages, des paysages diurnes, donc en pleine lumière via l'action du soleil, et puis des paysages nocturnes qui sont naturellement caractérisés par une certaine obscurité, mais qui n'est pas forcément totale non plus, puisqu'il y a des nuances sous l'influence du cycle lunaire. Et on peut retrouver aussi d'autres stimuli lumineux, naturels, comme pourquoi pas les éclairs par exemple, c'est une source aussi de lumière la nuit, et des stimuli plus biotiques, produits par les organismes eux-mêmes, et notamment la bioluminescence. Voilà. Donc tout ça fournit un ensemble d'indices sensoriels lumineux dans le paysage nocturne qui va permettre aux animaux de se déplacer, de se repérer, de vivre tout simplement. Alors comment ça se passe justement? Toutes ces espèces nocturnes, elles vont avoir des adaptations. Donc l'une d'elles justement, c'est de produire soi-même de la lumière par la bioluminescence. C'est le cas des lucioles, des vers luisants. Donc ce sont des coléoptères regroupés dans une famille qu'on appelle les lampyridés, pour lampyre pour lumière.
Donc c'est un métabolisme particulier qui va effectivement fournir une lumière jaune verdâtre qui va servir à la fois à éclairer le champ de vision, donc favoriser la vision, mais aussi jouer le rôle de communication, notamment entre mâles et femelles. Puisque dans la nuit, dans l'obscurité, toute lumière, justement, comme je le disais, devient un indice. Hein, et donc va permettre aux mâles et aux femelles de communiquer entre eux. Bon, si on ne produit pas de lumière, on peut essayer de maximiser le peu de lumière qu'il y a la nuit, comme je le disais, grâce notamment au ciel étoilé. Donc ça, c'est une nuit noire, hein, mais captée par un appareil photo, où on a agrandi l'ouverture du capteur, on va dire. Et on se rend compte que finalement, dans la nuit naturelle, il y a quand même de la lumière. Hein. Donc si on a des yeux qui sont très sensibles, on va arriver à capter cette lumière. Donc l'une des adaptations de base, effectivement, c'est la taille des yeux. Hein. Donc quand on regarde une espèce, un animal, et qu'on voit qu'il a des gros yeux par rapport à la taille de son corps, c'est un indice assez flagrant qu'il est nocturne. Donc typiquement des mammifères, comme ici un laireau, a des gros yeux par rapport à la taille de son corps. Hein, donc c'est mécanique. Hein, plus on ouvre le capteur, plus on va capter de lumière. Pareil pour les rapaces nocturnes. Hein, ils ont eux aussi des très gros yeux rapportés à la taille du corps. Ici, c'est un petit duc. Alors chez les rapaces nocturnes, on a aussi d'autres adaptations morphologiques qui sont que ces yeux sont placés dans des cuvettes. Je ne sais pas si vous les voyez bien là, mais il y a deux cuvettes qui forment un masque facial. Les yeux sont au centre. Donc c'est le principe de la parabole. On va essayer de capter au maximum les ondes lumineuses au niveau du centre, donc l'œil. Il peut y avoir aussi d'autres adaptations plus biologiques dans la formation lui-même de l'œil. Donc chez les mammifères terrestres qui sont nocturnes, on a aussi ce phénomène de tapis réfléchissant au fond de l'œil. En fait, la rétine, donc là où la lumière va parvenir, est doublée à l'intérieur d'un tapis réfléchissant de cellules qui vont renvoyer la lumière vers l'extérieur, et donc finalement cette lumière elle traverse une deuxième fois la rétine, et donc ça amplifie à entrée constante, hein, on a un signal qui est multiplié par 2. Donc c'est pour ça que si vous éclairez en pleine nuit un chevreuil, une fouine ou autre, un cerf comme ici, vous aurez ces yeux brillants. En fait, vous mettez en évidence le tapetum lucidum, donc le nom latin qu'on donne à ce tapis réfléchissant. Si vous éclairez un humain la nuit, ça ne fait rien, hein, parce que nous, on n'a pas ça. En tant qu'espèce diurne, on n'est pas équipé de cette adaptation. Alors après, il y a tous les repères naturels, hein, comme je disais, la nuit, lumineux, et notamment la Lune joue un rôle fondamental comme un repère dans le ciel pour de nombreuses espèces, notamment les insectes, vont se diriger en grande partie par rapport à cet astre, alors qui n'est pas là tout le temps, donc c'est pour ça qu'il y a une batterie de possibilités, mais la Lune en fait partie et elle joue un rôle assez majeur, qu'on comprend toujours pas très bien. Hein. Régulièrement, il y a des articles qui sortent, qui fournissent de nouvelles explications. Alors on sait que c'est a priori un calcul, à chaque fois un rapport d'angle notamment par rapport à ce point lumineux dans le ciel, mais c'est pas si évident que ça à expliquer. Autre repère facile dans la nuit, c'est les étoiles. Hein, donc le fait qu'il y a des étoiles qui sont plus brillantes que d'autres. Donc nous, en tant qu'êtres humains, on les a identifiées, on les a regroupées sous la forme de constellations. On s'est dit, ces étoiles, elles ont l'air d'être cohérentes, de former un groupe. Eh bien, il faut savoir que les animaux aussi font ça. Alors, je ne sais pas s'ils appellent ça des constellations, mais notamment les oiseaux, hein, quand ils migrent, ils vont utiliser en grande partie les étoiles. Donc la structure des étoiles dans le ciel est utilisée comme une sorte de carte géographique collée au plafond. Et puis, autre phénomène, c'est que le ciel nocturne tourne aussi au cours de la nuit, puisqu'évidemment la Terre ne s'arrête pas de tourner. Donc autour du pôle céleste, toutes les étoiles vont tourner comme ça de manière circulaire, ce qui là aussi fournit un repère. Donc là, on se rend bien compte quand on fait une photo en pose longue, on voit toutes ces raies, ce sont en fait les étoiles qui se déplacent. Hein. Donc là aussi, les oiseaux migrateurs, ça a été étudié, utilisent ce compas céleste. Autre structure éminente aussi dans le ciel nocturne, c'est la Voie lactée. Donc ici, on a la chance de la voir d'ailleurs, très bien.
C'est plus le cas partout hein, sur Terre, c'est même de plus en plus rare, mais dans une nuit naturelle, ça forme une structure particulièrement structurante justement du ciel nocturne, donc un axe hein, sur lequel du coup on peut se repérer, puisque c'est en fait notre galaxie, hein, comme vous le savez j'imagine, que l'on voit par la tranche, donc une densité très forte d'étoiles comme ça, sous la forme d'une ligne qui traverse le ciel. Donc ça a été montré aussi des coléoptères, donc des bousiers notamment, qui sont tout petits, hein, qui font 1 centimètre ou 2, qui sont au sol. Ben, quand ils se déplacent la nuit, ils vont utiliser ce repère céleste qui est la Voie lactée. Alors, bonne question. Oui, si vous avez des questions, comme on n'est pas nombreux, n'hésitez pas à les poser. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Eh bien, c'est des travaux qui sont assez intéressants à lire. C'est qu'on va placer, par exemple, là pour le cas des bousiers dans un planétarium, donc dans une grande arène avec un planétarium au-dessus. Et puis, on va faire bouger la configuration des étoiles, notamment absence ou pas de Voie lactée. Et on va essayer de voir si ça modifie quelque chose dans leur trajectoire, par exemple. Pour les oiseaux, c'est pareil. C'est des grandes volières surmontées d'un planétarium. J'ai également vu des publications sur des phoques, donc dans des très grandes piscines, surmontées de planétarium. Voilà, on essaye de faire varier ensuite la configuration du ciel et de voir qu'est-ce que ça engendre dans les déplacements des espèces, dans quelle direction ils partent, s'ils restent statiques ou s'ils se mettent en mouvement, etc. Donc c'est des expérimentations, alors qui sont pas grandeur nature, mais qui permettent quand même d'avoir des conclusions. Alors si on prend un peu de recul sur toute la biodiversité, on peut se demander un peu, est-ce que ces espèces nocturnes, qu'est-ce qu'elles représentent comme proportion? Eh bien en fait, ça c'est assez surprenant quand on ne connaît pas le sujet. On découvre que en fait, la majorité des animaux sont nocturnes. Il y a une publication qui a estimé au sein des vertébrés, donc ça regroupe à la fois les oiseaux, les amphibiens, les mammifères, les poissons, les reptiles. Là on a à peu près une trentaine de pourcents d'espèces qui vivent la nuit. Si on prend les mammifères, ça monte beaucoup plus, par exemple. Et puis chez les invertébrés, donc c'est tout le reste en gros, hein, les araignées, bien sûr tous les insectes, les crustacés, les mollusques, etc. Là, on a une grande majorité d'espèces qui vivent la nuit. Il faut savoir qu'au sein du règne animal, donc vertébrés, invertébrés, on a peut-être 90% des espèces qui sont des invertébrés. Hein. C'est une grande majorité des espèces. Donc voilà, si on fait un ratio un peu grossier, on arrive à la majorité des animaux qui en fait dépendent directement de l'obscurité pour leur activité. Il y a une méta-analyse statistique qui est sortie là il y a quelques semaines qui montre aussi que chez les insectes, par exemple, l'activité est 30% plus importante la nuit. Donc au fil de l'évolution, en fait, eh bien, les animaux ont plutôt choisi, si on devait le présenter comme ça, même si ça ne s'est pas passé comme ça, hein, ils ont plutôt choisi la niche écologique nocturne, hein, pour des raisons qu'on va voir après, de risque de prédation, etc. Alors, par contre, au sein des espèces nocturnes, il y a une grande variabilité. Il y a des espèces qui vont être vraiment strictement nocturnes, comme le hérisson, par exemple. Donc là, à gauche, vous avez des relevés d'activité de hérisson. Alors, vous voyez peut-être pas très bien, mais les flèches qui descendent, c'est le coucher du soleil. Les flèches qui montent, c'est le lever du soleil. Et les bâtons, c'est l'activité des hérissons. Et en fait, elles se concentrent essentiellement la nuit. Hein. Il y a quelques mois dans l'année où il y a un peu d'activité de jour, probablement parce qu'il faut nourrir les jeunes, et donc il y a besoin un peu plus de nourriture. Mais sinon, globalement, c'est une espèce qui va sortir quand le soleil se couche, et elle est active toute la nuit. Alors, c'est pas le profil peut-être le plus fréquent, puisqu'en fait, pour pas mal d'autres espèces, on a plutôt ce genre de profil-là, avec 2 pics d'activité au niveau du crépuscule et de l'aube. Donc les espèces, elles vont être assez peu actives la journée, elles sont nocturnes quand même, globalement, mais en fait, elles vont surtout sortir quand le soleil se couche, donc peut-être même 20-40 minutes avant. Là, il va y avoir un premier pic d'activité, puisqu'effectivement, comme elles ne sont pas alimentées de la journée, c'est là qu'elles recherchent la nourriture. Ensuite, le cœur de nuit va être assez calme finalement, et puis une nouvelle activité avant que le soleil se lève, donc à l'aube. Donc là, c'est un profil d'activité pour des cerfs. Alors en plus, ces espèces, elles vont rester plutôt en journée en forêt cachées, et au moment de ce pic d'activité au crépuscule, elles vont sortir de la forêt pour aller dans les zones plus ouvertes, les clairières, etc. Donc en plus, carrément un changement d'habitat entre le jour et la nuit. Mais chez d'autres espèces, on a aussi ce profil-là. Donc là, c'est une chouette de Tegmal, une petite chouette de montagne. Je ne sais plus si elle est présente chez vous, mais ce n'est pas impossible, parce que dans le Massif central, il y en a.
Et donc, pareil, 2 pics d'activité au niveau du crépuscule et de l'aube. Donc, c'est des espèces qu'on va globalement appeler crépusculaires, qui vont être nocturnes, mais pas forcément très actives en cœur de nuit. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça pose question, puisque c'est aussi en début de nuit qu'on éclaire, puisque l'être humain finit son activité, et pareil en début de jour, il la commence. Alors, autre point important, c'est qu'il y a une très grande sensibilité à la variation de luminosité nocturne. Je vous disais, la Lune, elle sert de repère pour pas mal d'espèces, mais elle peut aussi avoir un effet négatif pour d'autres espèces, qui vont considérer qu'une pleine Lune, par exemple, c'est déjà trop lumineux, l'environnement est trop visible, et donc elles sont trop visibles de leurs prédateurs notamment. Mais si on est soi-même prédateur, on n'aime pas forcément trop non plus être en pleine lumière parce que les proies vont nous voir et donc il n'y a plus d'effet de surprise. Donc finalement, cette pleine lune, elle peut être assez rédhibitoire hein, sur l'activité de certaines espèces. C'est bien connu chez des rongeurs, chez des chauves-souris, chez des serpents. Ils vont ne pas sortir ou vraiment suivre les zones d'ombre quand la lune est pleine pour ne pas être trop visible. Or, la Lune pleine, c'est déjà, enfin, ça reste très très peu hein, en quantité de lumière. Bon, là, je vous ai mis la valeur en luxe, mais je ne sais pas si tout le monde maîtrise cette unité. En tout cas, c'est 10, 20, 50, peut-être 100 fois moins qu'un éclairage artificiel qu'on met ensuite, nous, dans l'environnement. Hein. Donc, il faut savoir que c'est déjà trop pour certaines espèces. Alors, évidemment, tout ça, dans la nuit naturelle, se maintient, puisque la Lune n'est jamais pleine tout le temps. Hein. Justement, c'est un cycle de la nouvelle Lune à la pleine Lune, avec des phases intermédiaires. Ensuite, autre point important, c'est que dans ce système naturel, il ne faut pas non plus parler uniquement des espèces nocturnes, puisqu'en fait, l'alternance jour-nuit, elle est indispensable pour tout le vivant, et donc aussi pour les espèces diurnes, hein, puisque la nuit, elles vont dormir, et le sommeil, c'est pas superflu, c'est au contraire, c'est vital. Dans le cycle circadien, c'est un moment où l'animal va se régénérer, se reposer, digérer tout ce qu'il a vécu dans la journée, réparer des tissus, l'ADN, etc., etc. Donc c'est vraiment essentiel. Et donc ce cycle veille-sommeil, eh bien, il est régulé effectivement par la lumière, puisque, je le disais, donc, la lumière c'est un facteur de perception sensorielle, la vision, mais c'est là aussi c'est fascinant, c'est que c'est également un facteur de perception temporelle. C'est grâce à l'alternance jour-nuit que les êtres vivants sont tous régulés sur une même horloge, on va dire. En fait, tous les organismes ont leur propre horloge, mais ensuite la lumière va jouer le rôle de synchroniseur pour que tout le monde soit orchestré de la même façon par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc chez les animaux, ça passe par un système basé sur la mélatonine, donc une hormone qui est produite dans l'obscurité par la glande pinéale, une glande qu'on a nous-mêmes, hein, donc dans le cerveau, qui est reliée aux yeux. Donc depuis quelques années, on sait que dans les yeux, il n'y a pas que des cellules qui servent à la vision, il y a aussi des cellules qui servent à l'horloge, hein, à détecter le temps. Donc voilà, c'est essentiel également pour les oiseaux, les animaux diurnes, donc notamment les oiseaux. Il y a pas mal de travaux sur les oiseaux diurnes, des mésanges, etc., qui montrent que la pollution lumineuse les désynchronise. Donc la nuit, c'est essentiel aussi pour tous ces animaux diurnes. Et il ne faut pas non plus oublier la flore. Hein, je le rappelle souvent parce que les végétaux sont souvent oubliés, mais de manière générale un peu, hein, dans les problématiques de conservation de la nature, de l'aménagement urbain, etc. On considère souvent les végétaux comme du mobilier urbain ou comme un décor hein, un peu global, mais en fait les végétaux sont des êtres vivants, individualisés, qui sont eux aussi sensibles, et notamment sensibles à la lumière. Donc ils n'ont pas des yeux, mais ils ont également des photorécepteurs, qui vont capter la lumière. Il y en a même 3 principaux hein, chez les végétaux de photorécepteurs, les phytochromes, les cryptochromes, les phototropines. Et en fait, tous ces capteurs vont permettre au végétal de, là encore, se synchroniser par rapport à l'extérieur et de déclencher les grandes étapes de son cycle annuel, telles que l'ouverture des bourgeons, la tombée des feuilles, la mise en réserve des sucres pour le passage de l'hiver, etc., etc. Parce que, c'est vrai que ça je ne l'ai pas dit, mais chez nous, en tout cas, la durée du jour et la durée de la nuit varient au cours de l'année, hein, ce qui, là aussi, évidemment, est un renseignement sur où est-ce qu'on se situe en termes de saison. Donc voilà, les végétaux aussi sont à considérer dans la problématique. Bien sûr, les végétaux utilisent aussi la lumière comme une matière première hein, pour la photosynthèse, mais en plus, ils utilisent la lumière, eux aussi, comme un mécanisme de perception temporelle.
Voilà, donc ça c'était l'état initial, on va dire, qui va nous permettre de beaucoup mieux comprendre ensuite les impacts. Donc nous, on arrive dans ce système, on met de l'éclairage artificiel parce que, en tant qu'être humain, on est un animal diurne, donc on n'a pas le tapis réfléchissant au fond de l'œil, on ne fait pas de bioluminescence, on n'a pas des gros yeux par rapport à la taille de notre corps, etc. Donc on n'est vraiment pas équipé pour la nuit. Par contre, on est doté d'une certaine imagination et capacité d'innovation, on va dire, qui nous a permis carrément de produire artificiellement de la lumière. Alors on peut considérer que ça remonte à très loin, puisque la maîtrise du feu, c'est déjà une production de lumière artificielle. Les premiers hommes utilisaient le feu pour repousser les bêtes féroces, prolonger l'activité de jour sur la période de nuit à l'entrée de la grotte, etc. Bon, évidemment, après ça s'est modernisé, avec la maîtrise aussi de l'électricité, et aujourd'hui, donc, on a tous les éclairages que vous connaissez, qui sont installés à l'extérieur. Mais donc je rappelle, oui, souvent, que pour un animal diurne, eh bien, vivre la nuit, ça ne va pas de soi. Donc c'est quand même quelque chose d'intrigant. On pourrait presque qualifier d'anomalie dans le règne du vivant. Donc en disant ça, je ne suis pas pour qu'on éteigne toutes les lumières. Évidemment, la lumière a été un facteur de progrès, d'émancipation de nos sociétés, puisque justement, on a eu quand même plus de temps pour faire des choses. Et pas que sur la période de jour, mais voilà, faut savoir que c'est pas naturel, quelque part quand même. Alors, qu'est-ce que c'est tous ces éclairages extérieurs? Souvent, c'est vrai qu'on me dit, oui, mais la pollution lumineuse, c'est un problème urbain uniquement pour les villes. En campagne, on n'a pas de pollution lumineuse. Bon, je pense que vous êtes tous du coin et vous savez que c'est pas le cas, puisqu'effectivement, en fait, les éclairages, c'est vrai qu'ils sont toujours associés à des infrastructures humaines, des commerces, des routes, etc. Mais tout ça, on en a aussi en campagne. Alors bien sûr, ce sera une question de densité, il y en aura peut-être moins, mais il y en a aussi. Donc ça, c'est des photos alors plutôt de la Creuse, parce que moi j'ai une maison en Creuse, mais je pense que ça va quand même vous parler. Donc des éclairages de voirie de toutes sortes. Quand on commence à s'intéresser à ce sujet aussi, on se rend compte de la diversité et presque on pourrait dire de la jungle des éclairages extérieurs. Donc des choses assez farfelues comme presque des néons intérieurs installés à l'extérieur, des chemins qui ne sont même pas carrossés mais qui sont pourtant éclairés, etc. etc. La mise en valeur, donc ça aussi on est très bon là-dessus, y compris en campagne. Donc là, pour ceux qui connaissent peut-être le Nord-Ouest Creuse, c'est l'église de la Selle-du-Noise. Là c'est la mairie de Dun-le-Palestel. Là c'est l'entrée de la gare de la Souterraine. Donc voilà, des éclairages qui ne sont pas forcément fonctionnels, qui ne servent pas à assurer la sécurité des biens ou des personnes, mais à mettre en valeur le bâtiment, voire les végétaux. Il faut savoir qu'on a encore tout à fait le droit de faire ça en France, d'éclairer les arbres en contre-plongée, simplement pour faire beau. Ensuite, il y a bien sûr tous les éclairages de commerce, donc les éclairages vraiment de la vitrine, les écrans maintenant aussi qui sont dans les vitrines. Alors ça, tout ça, c'est à la Souterraine, donc une agence immobilière par exemple. Ça, c'est dans une boulangerie, c'est assez rigolo malheureusement, mais c'est la lumière pour faire fuir les mouches ou les moustiques, je pense, et qui reste aussi allumée la nuit. Et en fait, ça a l'air de rien, on dirait que c'est une petite veilleuse, mais dans une rue où la commune fait, elle, l'effort d'éteindre l'éclairage public, ça devient énorme en fait, comme petite veilleuse. Tout est relatif. Et puis, alors ça, on voit fleurir aussi ça, c'est des commerces automatiques 24/24. Donc c'est à la Souterraine. On peut acheter du pain en pleine nuit si on veut. Voilà. Et évidemment, chaque fois, il y a de la lumière associée. Des parkings aussi, le clair de la Souterraine. Voilà. Alors, en plus, partant de brouillard, un peu comme on a eu hier, ça décuple la lumière diffuse sur les particules en suspension d'humidité. Donc du coup, ça fait vraiment des halos lumineux très impressionnants. Et puis tout ce qui est enseigne, alors à la fois des commerces un peu dont j'ai parlé, mais aussi des panneaux d'information des communes. J'alerte vraiment là-dessus parce que c'est pareil, ça peut devenir la source de lumière la plus importante d'une place publique quand l'éclairage en termes de lampadaire a été éteint. Or, on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment vital de savoir que dimanche, il y a un vide-grenier quand on se balade juste à 3 h du matin. Là, c'est devant le cinéma l'Éden de la Souterraine. Alors tous ces éclairages, ils vont provoquer ce qu'on appelle une pollution lumineuse, mais en fait c'est un problème multiforme. Cette pollution lumineuse, elle se traduit par plein de formes différentes, parce que ces éclairages, ils vont pouvoir être considérés ponctuellement comme des stimuli lumineux
individuelle. Donc ça peut générer de l'éblouissement hein, sur des animaux. Ils vont rendre des surfaces au sol aussi plus lumineuses que dans la nuit naturelle, voire aussi des surfaces aquatiques plus lumineuses que dans la nuit naturelle. La lumière aussi va se refléter sur l'eau, elle va devenir polarisée. Donc ça, c'est un phénomène physique qui a aussi des conséquences sur la vision. La lumière, elle va aussi rentrer dans l'eau, donc elle va aussi éclairer des écosystèmes aquatiques. Et puis globalement, elle va générer des ambiances comme ça un peu laiteuses, hein, de luminosité ambiante beaucoup plus élevée que ce qu'on a dans une nuit naturelle, voire carrément donc masquer les étoiles, les gros halos lumineux hein, qu'on connaît au-dessus des grandes villes, mais aussi des moyennes, voire des petites villes, hein, puisque comme la lumière diffuse, hein, en fait, elle va comme ça ricocher sur toutes les particules de l'atmosphère. Sinon, en tant qu'onde, elle partirait vers l'univers, mais comme il y a une atmosphère, et quelque part tant mieux, parce que c'est pour ça qu'on est là, eh bien, cette lumière, elle stagne, hein, elle fait une sorte de chape de lumière qui va masquer les étoiles. Voilà, donc... Ouais, ça bug un peu, mais... Voilà. Donc, ce phénomène de pollution lumineuse, il est planétaire, hein. Ça, c'est l'atlas de pollution lumineuse qu'on a depuis 2016, produit par une équipe italienne. Voilà, donc comme la lumière elle est associée à des activités humaines, évidemment, généralement, il y a une corrélation assez forte entre la densité de population et la pollution lumineuse. Si on met de côté l'Afrique, où il y a aussi beaucoup d'humains, mais en même temps peu d'électrification, on va dire. Sinon, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est, voilà, on voit une très forte corrélation entre la densité de population et la pollution lumineuse. Donc c'est un phénomène qui est vraiment planétaire. Si on zoome sur l'Europe, voilà ce que ça donne. Donc bon, globalement en Europe, il n'y a plus de ciel de qualité de référence, hein. La meilleure couleur qu'on ait en France, par exemple, c'est le vert, qui est déjà en fait une zone dégradée, hein. Donc même ici, hein, où on pourrait se dire le ciel est magnifique, et il l'est, hein. En fait, ça pourrait être encore mieux hein, par rapport à ce qu'on a. Alors pour vous donner un aperçu de la légende, le blanc c'est que les cônes, donc les cellules qui sont responsables de la vision en couleur, la vision de jour, se réactivent. Et effectivement, quand on est en ville, alors là ça ressort beaucoup à Paris, mais en fait dans toutes les villes, hein, de nuit, on voit la couleur des voitures, la couleur des bâtiments, des vêtements, etc. Or, c'est pas normal, hein. En tant qu'espèce diurne, la nuit, on devrait voir uniquement une nuance de gris grâce à nos bâtonnets, donc d'autres cellules qui sont dans les yeux, qui, elles, ne voient pas les couleurs, mais voient les nuances de gris à faible luminosité. Bon, il faut savoir que c'est un phénomène qui est planétaire et qui continue d'augmenter, hein. Donc, il y a diverses estimations qui sortent régulièrement. Une de 2017 donnait une augmentation d'à peu près 2% par an de cette pollution lumineuse à l'échelle mondiale. C'est à peu près la valeur pour la France. Et puis, ce qui est important, c'est que cette pollution lumineuse, elle gagne aussi les espaces qui sont protégés, donc ce qu'on appelle les aires protégées, les parcs nationaux, les réserves naturelles, etc. Pourquoi ? Parce que la lumière, justement, elle diffuse, elle agit à distance. Donc, on peut être sur des territoires qui n'ont même pas d'éclairage, en fait, mais qui vont recevoir de la lumière des villes portes hein, qui diffusent jusqu'à eux. Donc une estimation donnait une régression de l'obscurité d'environ 15% en l'espace d'une vingtaine d'années, y compris dans les aires protégées d'Europe. Donc ça c'est assez alarmant puisque c'est censé être des aires protégées des activités humaines, quoi. Donc en France, on a un indicateur plus précis qui a été produit par l'Observatoire national de la biodiversité. Bon, c'est globalement le même profil hein, que la carte que je vous ai montée précédemment. Donc on voit très bien évidemment ressortir les grandes villes, la vallée du Rhône, le littoral méditerranéen, etc. Là j'ai calqué dessus de manière très grossière les départements, juste pour voir à peu près où est-ce qu'on se situe, et donc vous rappeler qu'on est dans une zone effectivement quand même assez privilégiée par rapport au reste de la France. Bon, la souris elle bug un peu, mais vous voyez à peu près où on est, hein. Voilà. Ça va y arriver, voilà, on est à peu près en dessous de là. Bon, voilà, à peu par là, je pense, hein. Donc nous, on est encadré par Limoges et Clermont-Ferrand, mais on est dans une zone qui est quasiment d'un niveau de référence, effectivement, une sorte de poche d'obscurité relictuelle pour la France. Il y en a d'autres, hein. Il y a le Morvan aussi, il y en a un petit peu en Bretagne ou dans le sud-ouest. À l'échelle nationale, le chiffre à retenir, c'est que 85% de notre territoire est pollué donc par la lumière artificielle nocturne, territoire métropolitain.
Donc c'est énorme, hein. C'est-à-dire qu'en fait, à part ces quelques poches, partout ailleurs, on est effectivement dans ce jaune un peu clair là, qui est déjà un niveau dégradé. Alors j'ai fait une autre extraction aussi, donc le bureau d'études d'Art Skylab qui est spécialisé dans les cartographies de pollution lumineuse, met à disposition maintenant des choses directement en ligne. Donc là c'est un peu plus zoomé sur nous. Alors vous allez peut-être m'aider, hein, mais je crois qu'on est ce petit point là en dessous, là celui-là non, quelque chose comme ça. Je pense que ça doit être Brive. Non. Alors on est plus là peut-être. À ce point-là peut-être. Bon voilà, en tout cas vous voyez qu'on est dans un contexte quand même très très favorable, hein, avec des niveaux très bons par rapport au reste de la France. Donc en fait cette... Oh ça bug. Voilà. Donc cette pollution lumineuse en fait elle s'ajoute aux pollutions qu'on connaît déjà, hein, puisqu'on parle énormément des pollutions matérielles ou chimiques, donc par exemple la pollution au plastique, la pollution de l'eau, en termes de nitrate par exemple, la pollution atmosphérique, la pollution des sols, par exemple aux métaux lourds. Donc ça, c'est des pollutions qui sont assez connues, qui sont prises en compte dans les bilans, notamment sur l'impact des activités humaines sur la biodiversité. Et en fait, on a complètement occulté jusqu'à présent d'autres formes de pollution qui sont des pollutions d'ordre sensoriel. On pourrait dire immatériel, même si la lumière, c'est aussi des grains de lumière, donc je n'ose pas trop dire immatériel, mais vous avez compris l'idée, hein, c'est intangible en tout cas. Donc lumière, bruit, odeur sont aussi des formes de pollution qui vont impacter la biodiversité. Alors, pour ce qui est de la lumière, puisque là, maintenant je vais vous parler uniquement de la lumière. Désolé, hein, la souris elle bug un peu, c'est pour ça que des fois il y a des moments de silence. Voilà. Donc la lumière, elle va avoir des impacts dans plein de domaines différents. Moi je vais vous parler de la biodiversité, puisque c'est mon domaine d'activité. Évidemment, il y a un impact sur le ciel étoilé qui va avoir des enjeux communs entre la biodiversité et l'astronomie, qu'elle soit amateur ou professionnelle. Mais on pourrait dire aussi globalement pour tous les êtres humains, donc un problème plutôt culturel, de ne plus voir notre lien avec l'univers, hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là hier à la pièce de Martine Tarot. Bon voilà, en tout cas vous avez eu déjà plein d'éléments, hein, sur ce sujet de la pollution lumineuse, la peur de la nuit, etc. etc. Tout ça c'est aussi très, très entremêlé, hein. Des impacts sur le sommeil et la santé, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, on est aussi nous-mêmes des animaux donc, qui, en tant qu'animaux diurnes, produisons de la mélatonine la nuit. Et puis des impacts aussi sur la consommation, donc des impacts plus économiques, puisque cette lumière artificielle, elle est produite généralement par l'électricité, et donc cette électricité, il faut bien la produire aussi quelque part, donc avec potentiellement aussi des rejets de CO2, un lien avec le changement climatique, etc. Alors, je vais vous parler maintenant donc, des impacts sur la biodiversité. Alors le phénomène de base, hein, donc, comme j'ai commencé par la perception sensorielle, ça devrait être plus simple à comprendre. La lumière, elle va avoir un pouvoir d'attraction ou de répulsion sur les animaux, hein, du fait que les animaux se fient à des indices sensoriels dans leur paysage, notamment des indices lumineux, pour détecter soit des dangers, donc là ça va être quelque chose qui va plutôt les repousser, soit au contraire des ressources ou des repères, quelque chose qui va plutôt les attirer. Et ils vont reproduire en fait ce comportement sur les éclairages artificiels, puisqu'ils ne vont pas faire de différence entre la lumière de la Lune ou la lumière d'un lampadaire, hein. Donc la lumière va être plutôt un critère de rejet, de répulsion pour certains animaux, donc par exemple les vers luisants, les lucioles, qui vont produire de la bioluminescence uniquement dans l'obscurité. Et puis d'autres espèces qui, comme je vous le dis au début, bloquent leur activité en période de pleine lune. C'est pareil, ils vont éviter les zones éclairées ou sortir plus tard, repousser l'activité au maximum quand il y a un éclairage artificiel. Et puis d'autres espèces qui, elles, vont être attirées parce qu'elles ont pris cette habitude d'avoir comme repère des points lumineux, notamment le ciel nocturne, la lune ou les étoiles, et donc elles vont reproduire ce comportement puisque la grande différence entre la Lune et un lampadaire, c'est que la Lune n'est jamais atteignable, hein, c'est un repère à l'horizon dans le ciel, alors qu'un lampadaire, c'est physiquement au sol, donc ça peut devenir un piège
dans lequel on est bloqué. Donc vous avez sûrement déjà vu ce phénomène. Ça va venir. Voilà, d'attraction des insectes. Ne serait-ce que l'été, hein, on allume une lampe sur une terrasse ou autre, on a tout de suite des papillons de nuit, des frelons, etc. qui arrivent. Donc c'est ce phénomène qu'on appelle le phototactisme, ici en l'occurrence positif, les espèces sont attirées par la lumière. Et donc ça va devenir un piège écologique, on appelle ça un piège écologique. Pourquoi ? Parce que les animaux sont condamnés, hein, globalement, dans cet endroit, ils ne vont pas réussir à en sortir. Parce que pour des raisons, comme je disais, qu'on a du mal à expliquer, mais comportementales, ils vont être attirés par cette lumière et rester dans cet environnement lumineux. Ils peuvent aussi mourir tout simplement de surchauffe pour les lampes qui chauffent. Ils peuvent aussi mourir après écrasés sur les pare-brises quand c'est des éclairages de voirie, donc les voitures qui passent vont ensuite les écraser, etc. Ah ouais. Voilà, donc après ce phénomène, il va avoir des conséquences sur les relations entre les espèces. Donc là, vous voyez une chauve-souris qui vole dans un lampadaire. Vous avez déjà sûrement vu ce phénomène-là. Ce qui amène parfois certaines personnes à dire l'éclairage, ça favorise les chauves-souris. Pas vraiment, en fait. C'est surtout pour l'alimentation, puisqu'effectivement, les chauves-souris, chez nous en tout cas, sont insectivores en grande partie. Elles se nourrissent d'insectes et les insectes sont donc attirés par les éclairages, donc ils vont constituer des garde-manger à disposition. Et effectivement, certains animaux vont, alors, pas forcément être favorisés par la lumière, mais tolérer le risque que représente la lumière en venant donc quand même se servir dans ces garde-manger qui ont l'avantage d'être tous les jours au même endroit, puisque le lampadaire ne va pas changer de place d'un jour à l'autre, et généralement aussi éclairé à la même heure, donc c'est pareil, c'est un gain de temps énorme sur la chasse. Alors, on pourrait se dire, tant mieux pour les chauves-souris, elles ont plus à manger, mais justement, il faut vraiment considérer que c'est un avantage très localisé pour l'alimentation. Ensuite, tout le reste du cycle de vie d'une chauve-souris se fait dans l'obscurité, les déplacements, l'hiver, le passage de l'hiver, la reproduction, etc. Donc, des travaux de collègues au Muséum d'histoire naturelle ont montré qu'à l'échelle de la France, la lumière artificielle est la deuxième menace après les pesticides sur les chauves-souris. Voilà, même pour les chauves-souris qui tirent un avantage de la lumière pour l'alimentation. Donc il faut toujours raisonner à différentes échelles pour ne pas faire de conclusions trop hâtives. Et puis, quand bien même ce serait un avantage pour les chauves-souris, c'est une situation qui n'est pas forcément viable. On le comprend tous. Les insectes, au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Ils sont tous attirés aux mêmes endroits. Soit ils meurent de surchauffe, etc. Soit ils sont mangés. Donc, au bout d'un moment, on va vidanger tous les milieux naturels adjacents. Autre relation aussi. Voilà notre exemple aussi de prédateur qui a bien compris que les insectes étaient attirés par la lumière. C'est les araignées, qui elles aussi sont en très grande majorité insectivores. Et vous avez peut-être aussi vu ça, elles vont tisser leur toile prioritairement sur les lampadaires, sur les lampes, parce que la probabilité de piégeage d'insectes est plus importante. Voilà. Autre relation aussi qui est impactée par la lumière, c'est la pollinisation. Donc ça, c'est une autre relation vraiment fondamentale dans le vivant, c'est la relation entre les plantes et les insectes. Donc les plantes à fleurs vont produire du pollen qui, en grande majorité, est transporté plutôt par des insectes que par le vent ou par l'eau. C'est à 90% les insectes qui vont polliniser les fleurs. Or, au tout début, je vous disais, parmi les insectes, une très grande majorité sont nocturnes. Donc la pollinisation, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais elle a lieu en grande partie la nuit, et pas forcément que par des papillons, l'image qu'on en a tous. Énormément de mouches, de moucherons, etc. participent à la pollinisation, et ça se fait en grande partie la nuit. Donc si tous ces insectes sont Donc si les insectes sont bloqués dans les lampadaires, eh bien c'est simple à comprendre, ils ne sont plus à même de transporter le pollen d'une fleur à l'autre. Alors ça, c'est un impact sur la végétation, puisqu'en fait le pollen, le transport du grain de pollen, la pollinisation, c'est une étape indispensable à la reproduction sexuée des plantes. Le croisement entre différentes fleurs, gamètes mâles, gamètes femelles, et donc c'est un préalable à la formation de graines et de fruits. Donc là, ça peut nous impacter directement,
puisque nous-mêmes, on consomme des fruits et des légumes qui sont issus de pollinisation. Alors, il y a des travaux qui montrent que la pollution lumineuse peut réduire de 13% la production de fruits par des plantes. Bon, pour l'instant, ce n'est pas des publications qui traitent de fruits et de légumes qu'on mange, c'est plutôt des graminées dans une prairie, mais si on extrapole ce genre de résultats, on peut se dire qu'en fait, il y a un impact économique, tout simplement, à la pollution lumineuse, puisqu'on va avoir ce qu'on appelle un service écosystémique, la pollinisation, qui est dégradé. Autre phénomène, si j'y arrive, voilà, c'est la fragmentation des habitats naturels. Alors, c'est-à-dire que si on regarde comme ça un peu dézoomé, donc là c'est une photo prise d'avion de nuit, on se rend compte que la lumière, elle constitue une infrastructure lumineuse, puisque les points lumineux s'additionnent et se fusionnent, que ce soit les bourgs ou les routes qui ont plus un caractère linéaire et qui vont sectionner l'obscurité en morceaux différents qui potentiellement sont isolés les uns des autres. Donc ça, c'est un phénomène important qu'on connaît bien, on connaît ses impacts. On sait qu'une route, même si elle n'est pas éclairée déjà, c'est une source de fragmentation. Elle va empêcher les déplacements de part et d'autre. Quand elle est éclairée, on a un phénomène encore plus important. Tout simplement parce que, comme je vous disais, les points lumineux vont fusionner entre eux et vont créer une infrastructure lumineuse, en l'occurrence la linéaire. Donc si on n'a pas de trou et noir comme ça entre les points lumineux, eh bien certaines espèces ne seront pas à même de traverser cette route. Donc c'est toujours lié à notre fameux phototactisme, attraction-répulsion. Si on prend toujours donc le cas d'une route, il y a des espèces qui vont fuir la lumière, donc elles ne vont jamais traverser cette route parce qu'elles vont l'éviter, surtout sur linéaire. Et puis d'autres espèces qui vont être attirées par la lumière, elles vont effectivement gagner la route, mais en fait c'est l'issue... c'est la fin, quoi. Elles vont rester sur cette route parce qu'elles ne seront plus à même d'en sortir, de la traverser vraiment. Donc là, ça peut être le cas des papillons, des insectes de nuit, comme je l'évoquais. Donc si on prend un exemple, typiquement des crapauds, vous savez, ils passent l'hiver en forêt, et puis ensuite ils vont se reproduire dans des points d'eau. Dans nos paysages, pendant cette migration, ils vont être évidemment susceptibles de traverser des routes potentiellement éclairées. Donc il y a des travaux qui montrent que le fait que cette route soit éclairée, et pas juste parce que c'est une route, eh bien, ils ne vont pas arriver à la traverser, donc ils ne vont pas réussir soit à gagner leur lieu de reproduction, soit à l'inverse à revenir vers leur lieu d'hivernage. Autre phénomène, c'est la désynchronisation, puisque comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, les êtres vivants sont régulés par l'alternance jour-nuit. Donc là, c'est un phénomène qui est assez facile à voir. Ça fait partie des tout premiers phénomènes d'ailleurs qui ont été constatés par les naturalistes il y a presque un siècle. C'est que les arbres en ville, enfin quand ils sont éclairés, ils perdent leurs feuilles plus tard. Donc, comme je vous disais, les animaux et les végétaux sont sensibles à la lumière à des niveaux très très fins, puisque là on voit c'est à l'échelle même d'un arbre. On a la partie du houppier qui est dans le lampadaire qui a encore ses feuilles, et la partie du houppier qui n'est pas éclairée qui n'a plus ses feuilles. Voilà, donc à l'échelle d'un même houppier, on a un décalage donc de ce qu'on appelle la phénologie, le calendrier annuel des végétaux. Ce décalage, il peut aller jusqu'à 3 semaines. Donc les feuilles tombent plus tard de 3 semaines quand elles sont éclairées. Donc quelles conséquences ça a ? En fait, le végétal, il est perdu. Il ne sait plus où est-ce qu'il se situe dans l'année. À l'inverse, les bourgeons, eux, vont s'ouvrir généralement plus tôt. C'est un peu comme si on lissait toutes les saisons sur l'année. Et après, il y a toutes les relations à nouveau plantes-animaux qui vont en pâtir. Les animaux qui vont se nourrir de feuilles, les animaux qui vont polliniser, etc., qui ne seront pas forcément, eux, désynchronisés de la même façon. Donc on va avoir des décalages comme ça dans les relations entre les espèces. Voilà, il y a un phénomène aussi donc, pour l'homme, donc de désynchronisation, comme je le disais tout à l'heure, lié notamment aux lumières intrusives. Je pense que certains d'entre vous ont déjà vécu ça, d'avoir un lampadaire branché sur la façade. Là, si on n'a pas de volet, en fonction des personnes, ça devient très difficile de dormir. Voilà, donc je vais passer à la dernière partie, puisqu'il me reste à peu près 5 minutes, pour aborder qu'est-ce qu'on peut faire pour solutionner ce problème. Vraiment, l'objectif à atteindre, c'est d'éclairer le moins possible. Donc c'est ce qu'on appelle la sobriété de l'éclairage.
On verra que ce n'est pas la même chose que la sobriété énergétique. Ça peut se recouper, mais pas forcément. Là, la sobriété de l'éclairage, c'est vraiment d'émettre le moins possible de lumière artificielle dans l'environnement. Donc déjà, en amont, de toujours se demander, est-ce qu'on a besoin d'un éclairage ? Il y a plein de solutions alternatives, une lampe de poche, un smartphone, maintenant on a tous, qui ont généralement des lampes assez puissantes, des catadioptres pour les routes, donc voilà, des éclairages passifs ou en tout cas temporaires, portatifs, peuvent être suffisants dans bien des cas. Et en fait, si on se pose déjà cette question, on peut gagner beaucoup parce que l'un des avantages de la pollution lumineuse, c'est qu'elle est réversible. Donc si on éteint, si on supprime un éclairage, on voit tout de suite le résultat, contrairement à des pollutions comme, je l'évoquais, la pollution des sols aux métaux lourds, la pollution chimique de l'eau, etc. Il y a ce qu'on appelle une rémanence. La pollution va rester parfois des décennies, des siècles, pour les pesticides par exemple, dans l'environnement. Là, si on éteint, il n'y a plus de lumière. Donc, il ne faut pas se priver de carrément supprimer les éclairages. Ça se fait de plus en plus, y compris dans des grandes villes. Là, j'ai pris un exemple à Besançon. Sur des rocades, par exemple, effectivement, les voitures maintenant ont des phares. Elles ont des phares très puissants. Là, il n'y a pas de déplacement doux, il n'y a pas de piétons. Donc, effectivement, on peut vraiment se poser la question de pourquoi il y aurait un éclairage sur cette route. Eh bien, finalement, il n'y a pas de réponse à cette question, donc on les enlève. Ensuite, si on décide de garder un éclairage, ce qui effectivement est tout à fait compréhensible dans certains cas, eh bien, on va essayer de ramener cet éclairage vraiment au plus près du besoin. Donc là, c'est important aussi de s'accompagner d'acteurs qui pourront identifier le besoin des habitants, c'est-à-dire à quel moment il y a un besoin, à quelle heure de la nuit, de la soirée, est-ce que c'est le trottoir, est-ce que c'est le passage piéton, est-ce que c'est le carrefour giratoire, etc., etc. Donc vraiment d'aller dans la dentelle et de piloter l'éclairage à la fois sur le plan technique, la quantité de lumière, le choix aussi des types de luminaires, enfin plutôt de sources lumineuses par rapport à la couleur, à la composition. Donc voilà, il y a toute une série d'axes techniques que je vais essayer d'aborder dans le temps qui me reste. Il faut savoir que plusieurs de ces paramètres maintenant sont réglementés. En France, on a une réglementation qui est même assez ambitieuse par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde sur les nuisances lumineuses, et cela depuis même le Grenelle de l'environnement, donc c'est pas tout récent. Bon, après on peut lui reprocher d'être très mal appliquée, mais en tout cas elle existe. Alors on peut piloter l'éclairage en durée, et notamment couper l'éclairage à certains moments de la nuit, donc je crois qu'à Mémac ça se fait aussi, parce que hier quand je suis rentré de Millevaches c'était éteint, un peu avant minuit. Bon, là, vous avez mis l'exemple de Guéret ou de la Souterraine, donc des villes un peu grandes pour le coin. Donc, on peut couper l'éclairage en cœur de nuit. Les périodes sont après variables en fonction des villes ou même des endroits dans la ville. À Guéret, il y a par exemple 2 horaires différents si on est dans le bourg ou dans la périphérie. En France, il faut savoir que cette mesure, elle a été très très largement amplifiée là, par la montée du prix de l'énergie. Il y avait déjà beaucoup de communes qui l'appliquaient, mais là, on est presque maintenant à un bon tiers des communes qui l'appliquent. Bon, généralement, il n'y a pas de lien en plus avec l'augmentation des incivilités. Donc là, je vous avais mis des extraits d'un article de France Bleu qui parlait de ça justement en Creuse, en Creuse, à Guéret, à la Souterraine, qui montrait qu'il n'y avait pas d'effet ni positif ni négatif sur l'insécurité, l'incivilité. Alors, si on ne veut pas aller jusqu'à la coupure franche, on peut aussi moduler l'éclairage plus encore dans la dentelle, en faisant de l'éclairage à la demande. Par exemple, il y a des initiatives ailleurs en France où ce sont les habitants qui vont piloter eux-mêmes l'éclairage avec leur smartphone, justement, allumer l'éclairage de leur rue juste au moment où il sort, et puis ensuite avec une minuterie ça s'éteint. Et puis pareil, des éclairages aussi par détection pour les piétons par exemple. Ensuite, il y a certains lieux, certains milieux naturels qu'il faut essayer de ne plus éclairer du tout, et notamment les surfaces en eau. Alors en dehors des cas où il y a un besoin pour une activité industrielle, portuaire ou autre, mais le cas général, un cours d'eau qui traverse un bourg, une mare, un étang, généralement il n'y a pas besoin de l'éclairer. Souvent il est éclairé par inadvertance parce que les points lumineux ont été mal placés. Donc typiquement dans ce cas-là, en fait, les éclairages auraient plutôt dû être mis côté cours d'eau, dos au cours d'eau, pour que la lumière n'aille pas vers le cours d'eau. Voilà. Il faut savoir que ça fait partie justement des règles qui existent en France, donc qui demandent à ne plus éclairer directement les surfaces en eau, depuis 2018. Pareil, les clochers, donc là je reviens un peu à la mise en valeur à notre époque. Maintenant, il faut essayer de se questionner sur
la nécessité ou pas de continuer ce genre de pratique, et si on le fait, en tout cas, de le faire assez finement. Là, j'ai vu hier soir, justement, en arrivant à Meymac, l'église, elle est éclairée, mais c'est très fin, c'est très doux. On n'est pas du tout sur des gros aplats qu'on pouvait faire à l'époque, où on avait des projecteurs au sol qui balançaient de la lumière. Donc, on peut continuer à mettre en valeur des bâtiments à certaines heures de la nuit, mais tout en évitant d'éclairer, par exemple, les orifices où vont aller se cacher des chauves-souris ou des chouettes effraies pour nidifier. Après, évidemment, il y a une question d'orientation. C'est une mesure assez simple à comprendre. C'est que déjà, il faut essayer de ramener la lumière vers la surface qu'on cherche à éclairer. Généralement, c'est le sol, un trottoir, une chaussée. C'est pas le ciel. Or, avant, on a installé énormément d'éclairage boule comme ça, où là, c'est vraiment une hérésie. C'est-à-dire que toute la lumière part vers le ciel et ne part même pas au sol, la surface qu'on cherche à éclairer. Savoir que ça, maintenant, c'est interdit aussi. Toutes les boules doivent être changées au plus tard le 1er janvier 2025. Donc, c'est bientôt. Bon, après, pour la mise en valeur, ça reste autorisé, faut le savoir. On a le droit d'éclairer encore en contre-plongée comme ça des bâtiments ou des arbres. Donc là, c'est vraiment une question de prise de conscience. Pour l'instant, on a toujours le droit de le faire, mais il faut essayer de se rationner. Ensuite, voilà, donc ça, c'est à éviter autant que possible. Oui, il y a des mesures qui sont simples aussi. Par exemple, alors ça c'est à Paris, mais ça m'a interpellé de voir ça. Il y a des habitants qui ont sûrement demandé à la mairie, ou peut-être qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Ils ont collé une feuille opaque sur un côté du lampadaire. On voit tout de suite la différence. La personne qui dort là, elle n'a pas la façade éclairée, alors que la personne qui dort là, j'imagine que c'est plutôt un salon, du coup, sinon on leur aurait demandé la même chose. Eh bien là, il y a beaucoup de lumière. Donc ça ne demande pas grand-chose à faire quand on ne peut pas changer l'ensemble du luminaire. Pareil, là aussi, en fait, beaucoup de luminaires, c'est simplement une vis. On dévisse, on met le luminaire à plat, on revisse, et on évite déjà d'avoir un angle qui favorise la lumière beaucoup plus loin, voire au-dessus de l'horizontale. Donc ça, c'est des mesures qui sont assez faciles, qui ne demandent pas à changer le luminaire. Alors bien sûr, il faut payer un technicien pour passer, mais voilà, c'est faisable. Et après, il y a toute la question de la composition spectrale, de la couleur. Donc, je pense que vous l'avez tous constaté, mais globalement, on a une pollution lumineuse qui change de couleur ces dernières années. Parce qu'avant, on avait beaucoup d'éclairages à sodium, donc ces éclairages orange, qui sont en train d'être supplantés par des LED, donc des éclairages blancs. Et ça pose énormément de questions pour la biodiversité, puisque la sensibilité à la lumière dépend beaucoup des couleurs. Donc, bon, je vais passer rapidement là-dessus, mais voilà, en fait, on change carrément de technologie pour produire la lumière. Le sodium avait une lumière globalement dans le jaune-orange, et les LED, la manière dont elles sont fabriquées, fait qu'elles ont un pic de bleu assez important. Même si nous, on voit une lumière blanche, en fait, à l'origine, c'est une LED bleue qu'on a filtrée pour ramener la lumière dans le blanc. Donc tout l'enjeu ces dernières années, ça a été d'écraser ce pic de bleu, parce que c'est pas de chance, mais le bleu, c'est l'une des lumières, les couleurs les plus impactantes. Pour les animaux, mais aussi pour nous les humains, puisque c'est notamment cette lumière bleue qui va bloquer la production de mélatonine, donc l'hormone hyper importante dont je vous parlais tout à l'heure, qui régule nos cycles biologiques. Alors pourquoi ces LED sont arrivées sur le marché ? Parce qu'elles sont très économes en énergie. Et donc ça, c'est un autre effet aussi un peu latéral des LED, c'est que finalement, cette efficacité énergétique amène à en mettre plus. D'où la décorrélation que j'évoquais tout à l'heure. On n'a pas forcément un signe égal entre sobriété énergétique et sobriété lumineuse. On peut éclairer davantage maintenant tout en consommant moins. Donc, si on fait ça, effectivement, on n'aura pas gagné par rapport à la pollution lumineuse. Bon, ça je vais passer, mais on pourra revenir si vous avez des questions après sur les LED justement, parce que ça pose énormément de sujets différents, le clignotement, etc. Je termine juste, voilà, pour aussi vous donner un peu des billes, vous en tant que citoyen, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez agir de plein de façons différentes. Déjà, il faut savoir que beaucoup de gens en fait, sont eux-mêmes producteurs de pollution lumineuse. Je le dis de manière un peu provocante, mais il y a beaucoup de gens qui ont des jardins et donc des éclairages. Et souvent, en fait, quand on aborde la pollution lumineuse, on a l'impression que c'est un sujet plutôt pour les collectivités ou les commerces, mais c'est aussi un sujet pour les particuliers. Donc moi, je milite vraiment là-dessus. Je vous développerai ça un petit peu après. Ensuite, évidemment, on peut aller sensibiliser ses commerçants ou sa mairie, et notamment par rapport à la réglementation, aux bonnes pratiques. Si le commerçant n'éteint pas sa vitrine en cœur de nuit, il faut savoir que c'est obligatoire depuis 2013, entre 1h et 7h du matin. Donc ça, c'est déjà, on peut faire au moins un rappel de la réglementation. Bon, ensuite, il y a pas mal d'associations qui existent, la NPCEN, Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, donc elle est vraiment spécialisée sur le sujet. Il y a France Nature Environnement aussi, qui a une application
sentinelle de la nature qui permet justement de signaler des pollutions environnementales. Et typiquement, si vous constatez des commerces qui n'ont pas éteint leur vitrine, vous pouvez faire un signalement à FNE. Et FNE va faire un rappel, un courrier de la réglementation aux commerçants, et plus s'il y a besoin, mais au moins déjà commencer par un rappel. Et puis vous pouvez aussi vous-même sensibiliser les gens autour de vous, maintenant, surtout que vous êtes sensibilisés par cette conférence. Donc chez les particuliers, voilà, je voulais aussi quand même mettre l'accent là-dessus, on voit fleurir énormément d'éclairages. Alors il y a des éclairages qui sont fonctionnels, pour éclairer la sortie du garage, l'entrée de la maison. Il faut savoir que ça, c'est des éclairages qui sont soumis à la réglementation. C'est des éclairages qui servent à assurer la sécurité des personnes, donc ils sont réglementés exactement avec les mêmes règles que l'éclairage de la voirie d'une commune. Peu de gens le savent. Ensuite, on voit beaucoup d'éclairages qui sont purement décoratifs. Et là, pour le coup, les LED ont fait beaucoup de mal, puisqu'effectivement, on a des veilleuses comme ça un peu partout maintenant dans les jardins, qui changent même de couleur, etc. Donc ça devient vraiment à profusion. On a aussi plein d'éclairages qui sont vendus comme des éclairages écologiques, parce qu'ils sont solaires, donc ça ne consomme même pas d'électricité. Donc les gens, quand ils les achètent, ils ont presque l'impression de faire une bonne action pour l'environnement. En fait, ils vont plutôt installer une source de pollution qu'il n'y avait pas avant, parce que sans ces éclairages solaires, ils l'auraient sûrement pas fait, parce qu'il aurait fallu peut-être tirer une installation électrique, ça aurait été compliqué, donc on aurait essayé de trouver une solution alternative avec une lampe torche tout simplement. Bon là, on est typiquement dans le sujet de l'effet rebond, c'est-à-dire que la technologie ne favorise pas la diminution de la pollution, au contraire, elle augmente. Voilà, donc en tant que particulier, les règles à suivre, c'est un peu les mêmes que pour tout le monde. C'est essayer d'installer le moins de sources lumineuses possible, de minimiser les puissances, donc pas de suréclairement, de ne pas orienter les sources vers le ciel, de ne pas éclairer les abords herbacés, surfaces aquatiques, etc., donc uniquement les surfaces utiles, de privilégier plutôt les couleurs chaudes, puisque comme je vous disais, le bleu est très impactant. Donc plutôt dans les couleurs ombrées, c'est quand même déjà moins impactant, et surtout d'éteindre quand on n'y est pas. Donc c'est un peu le drame aussi de ces LED, comme elles sont solaires, les veilleuses, etc. En fait, on ne se rend même plus compte, on installe la guirlande dans le jardin, et puis après, elle est là pour toute l'année. Voilà. Et puis le concours Village étoilé, bon là ça s'adresse aux collectivités, pas aux particuliers, mais je pense que ici il est déjà bien connu, puisque je vois notamment MEMAC à 4 étoiles, je crois. Donc voilà, c'est un concours qui récompense les collectivités pour la qualité de leur environnement nocturne de 1 à 5 étoiles. Et en fait, il est ouvert en ce moment, une nouvelle édition 2024 jusqu'au 31 décembre. Voilà, merci pour votre attention. Donc là, vous avez aussi le lien, effectivement, avec toute la dimension symbolique. C'est ce qui était dans la pièce de Martine hier, très brillamment exposé, c'est notre rapport à la nuit, avec d'un côté la mise en avant de la lumière comme un facteur de progrès, d'émancipation, Paris, ville lumière, le siècle des lumières, etc. Et puis de l'autre, la noirceur de la nuit qui fait peur, avec les légendes sur les chauves-souris, les chouettes, etc. Donc tout ce sujet de la pollution lumineuse, effectivement, nous rattache aussi à cette dimension-là, parce qu'on éclaire surtout pour se rassurer. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps, mais en tout cas, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je peux essayer d'y répondre. Je fais passer un micro pour ceux qui ont des questions, donc n'hésitez pas à lever la main. Merci beaucoup pour ce très très bel exposé. Dans certains cas, les hommes sont aussi des animaux nocturnes. Les marins, les militaires, les photographes, et puis hier soir, on aurait pu voir les astronomes. Ils utilisent des instruments qui sont éclairés en rouge, systématiquement. Et j'espère que tous ici dans la salle, on a des systèmes qui changent la couleur de nos écrans quand on travaille le soir, et ça permet de s'endormir mieux. Je pense à la conduite automobile, et donc une très très grande part de la pollution lumineuse, c'est les routes et c'est la conduite automobile, les phares. Est-ce que vous savez si des études scientifiques ou de sécurité sont en cours pour favoriser un éclairage plus chaud, plus rouge sur l'éclairage public ou sur les phares des voitures?
Alors c'est une très bonne question. En fait, donc il y a plein d'initiatives pour avoir des éclairages plus chauds, donc plutôt dans les couleurs ambrées, parfois jusqu'au rouge, mais moi justement je le conseille pas le rouge parce que d'un point de vue faune, ça a aussi des impacts sur des oiseaux ou autres. Mais en tout cas, ces initiatives, elles ne sont pas faites pour la vision humaine. C'est parce qu'effectivement, d'un point de vue biodiversité, je ne suis pas trop rentré dans le détail, mais la plage de longueur d'onde qui est la moins impactante, c'est celle du jaune-orange, donc ce qu'on appelle les couleurs ambrées, où peu d'espèces ont l'air d'être réactives. Donc si on éclaire dans ces couleurs-là, c'est un peu comme si on les voyait moins. Voilà. Si on éclaire juste, si on dépasse l'ambré et qu'on va dans le rouge, là on retombe sur un impact sur certaines espèces, mais pas sur les chauves-souris. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chiroptérologues, donc des spécialistes de chauves-souris, qui préconisent souvent le rouge, parce qu'effectivement pour les chauves-souris, le rouge c'est encore mieux que l'orange, mais par exemple si on se place d'un point de vue végétal ou sur les oiseaux, bon, le rouge a un impact. Donc pour la biodiversité, en l'état des connaissances en tout cas, la proposition idéale, enfin la moins pire, on pourrait dire, c'est le jaune-orange. Après pour l'humain, donc c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, donc dans les yeux, on a deux types de cellules qui servent à la vision, les cônes et les bâtonnets. Donc les cônes, c'est des cellules qui vont permettre la vision en couleur. Il y a plusieurs types de cônes justement qui ont des pics de sensibilité différentes, et en fonction du mixte, ensuite on voit toutes les couleurs. Et les bâtonnets, eux, on n'a qu'un seul type de bâtonnet et qui s'arrête à peu près au jaune, si je ne me trompe pas. Donc en tout cas, ils ne voient pas le rouge. C'est pour ça que la nuit, si on éclaire en rouge, en fait, on peut rester sur notre vision qu'on appelle scotopique, donc qui est basée sur les bâtonnets, qui nous permet de voir en nuances de gris essentiellement. Et donc on ne réveille pas la vision de jour, et donc finalement on y voit à faible quantité de lumière, et ça suffit très bien. Donc ça pourrait être une idée aussi pour la sécurité routière, mais pour l'instant c'est plutôt au contraire l'inverse qui est fait, c'est d'éclairer plutôt en blanc pour rendre un rendu des contrastes optimal, etc. Les concepteurs lumière, les éclairagistes ou même les urbanistes ne proposent jamais du rouge sur la voirie pour les humains. Au contraire, avant on avait des éclairages à sodium basse pression. Dans les tunnels, par exemple, il y en a peut-être encore un peu. Je ne sais pas si certains de vous voient de quoi je parle. Un peu comme des grands tubes, mais c'est du sodium, pas des néons, qui éclairent en orange, vraiment que du orange, et donc on voyait en nuances de gris. Bon, bah ça, pour la biodiversité, typiquement, c'est idéal, mais en fait, toutes ces lampes, elles ont été enlevées, elles sont en train d'être enlevées, elles sont même plus commercialisées, parce que justement, pour l'œil humain, on a préféré mettre du blanc pour le rendu des contrastes, parce qu'on considère que c'est un meilleur confort. Mais donc ces éclairages sodium basse pression nous permettaient de voir en nuances de gris. Effectivement, ça donne une impression un peu blafarde, un peu morose, ça je comprends. Ça ne met pas en valeur l'architecture urbaine, mais en tout cas c'est un compromis. On réveille notre vision scotopique sans réveiller la vision photopique. Quelqu'un d'autre peut-être ? Mais juste, oui, j'ai pas rebondi sur la première partie de la question, mais l'homme est un animal diurne, biologiquement. Après, en termes de métier, de loisirs, etc., évidemment, chacun a des affinités différentes. Certains préfèrent vivre la nuit pour la créativité aussi. Ça a été évoqué hier par Martine, par exemple. Mais il faut savoir que, d'un point de vue biologique, du coup, ça demande quand même de tordre un peu notre horloge. Tous les travailleurs de nuit le diront, c'est pas naturel du tout. Et à long terme, ça peut avoir des effets. Alors là, on sort de l'écologie, moi je maîtrise moins, mais dans le domaine médical, il y a énormément de publications sur l'impact de la lumière artificielle ou justement le renversement du cycle, vivre la nuit plutôt que le jour, avec des risques sur la santé, en favorisant par exemple certains cancers, cancer du sein chez la femme, obésité, etc. Voilà, donc il y a énormément d'alertes sur l'utilisation aussi des smartphones, des tablettes, etc. Oui, pour rebondir dessus, on peut signaler aussi la dépression saisonnière qui est plus importante dans les pays du Nord, notamment Voilà. Proche du cercle polaire, quand la nuit dure jusqu'à 20 heures par jour. Là, c'est encore d'autres cycles qui ne sont pas réglés sur 24 heures. Ouais. Voilà, et puis des dispositifs commerciaux qui sont vendus, la douche de soleil ou les lunettes qui vous donnent un peu de soleil pour réguler l'horloge. Oui, la lumière a aussi énormément d'effets positifs sur l'organisme, production de la vitamine D, etc. Là, dans le graphique que je vous montrais sur la mélatonine, en fait, il y a l'hormone antagoniste, c'est le cortisol qui lui est produit la journée, c'est l'hormone de l'activité. Et ensuite, quand la lumière disparaît, on produit de la mélatonine qui, chez nous, en tant qu'espèce diurne, va provoquer l'endormissement.
Donc tout ça, c'est un cycle et un équilibre. Est-ce que vous pourriez préciser... Oui, merci pour votre intervention. Est-ce que vous pourriez préciser le critère de la lumière considérée comme sécurité des personnes et la réglementation, puisque vous dites que c'est la même pour les particuliers et pour les communes? Oui. S'il vous plaît. Tout à fait. Alors, en France, la réglementation, elle est basée sur des usages de l'éclairage. C'est un parti pris de la réglementation, mais c'est pas inintéressant. C'est-à-dire qu'on a considéré que tout éclairage doit avoir une fonction, un usage donné. Et donc on a des catégories différentes. C'est un peu les catégories que je vous ai présentées au début, sans vous dire que c'était celle de la réglementation, mais en fait c'est un peu celle-là. Il y a les éclairages qui servent à assurer la sécurité des personnes et des biens. On appelle ça la catégorie A, c'est la première catégorie. Et là, ça peut être considéré effectivement à la fois des éclairages privés et publics. Donc du moment que ça sert à faire en sorte qu'une personne ne se casse pas la figure ou n'ait pas un accident de voiture, c'est un éclairage fonctionnel de sécurité. Donc c'est à la fois le lampadaire de la voirie communale, mais c'est aussi la lanterne sur le porche de la maison. Après, il y a la catégorie B, c'est la mise en valeur. Donc là, c'est des éclairages qui ne servent pas à la sécurité, mais plutôt à l'esthétique, à la mise en valeur des bâtiments ou des parcs et jardins. Après, il y a la catégorie D. Le C, c'est les structures sportives. Le D, c'est les éclairages intérieurs des locaux professionnels, donc les vitrines des commerçants, etc. Voilà. Donc il y a plein de catégories différentes. Et en fonction des catégories, ensuite, les règles sont différentes. Et ces règles, elles peuvent toucher à la fois la quantité de lumière émise par surface, les horaires, la couleur, etc. Tous les paramètres techniques sur lesquels je suis passé un peu rapidement parce que je ne voulais pas trop vous assommer, mais voilà, c'est ça qui est derrière. Et donc pour la catégorie A, les règles, il n'y a pas de règles vraiment d'horaire, c'est-à-dire que l'extinction en cœur de nuit qu'on voit dans beaucoup de communes, c'est une mesure volontaire. Il n'y a pas d'obligation de couper l'éclairage public en cœur de nuit. Donc pareil pour un particulier, vous pouvez laisser allumer la lumière de votre portail toute la nuit si vous voulez, ça c'est pas interdit. Par contre, il y a beaucoup d'autres règles, il y a des règles par quantité de lumière par unité de surface, on ne doit pas dépasser certains seuils. On a aussi une limite en termes, ce qu'on appelle la température de couleur, c'est-à-dire la teinte de la lumière. Il ne faut pas qu'elle soit trop riche en bleu, justement, pour les problèmes de mélatonine que j'évoquais. Donc ça concerne aussi les particuliers. Voilà. L'orientation aussi, il ne faut pas qu'il y ait plus de 4% de la lumière qui parte au-dessus de l'horizontale. Voilà, il y a 5 ou 6 règles à peu près pour cette catégorie. C'est l'une des plus réglementées parce qu'effectivement, c'est là aussi il y a énormément d'éclairage, tous les éclairages communaux, de voiries, etc. De parking, les parkings ont quasiment les mêmes règles. Mais effectivement, c'est des éclairages aussi bien publics que privés. La réglementation ne fait pas de distinction. C'est vraiment l'usage en fait qui va attribuer la catégorie. Alors, je disais que ce n'était pas inintéressant parce qu'en fait, on a aussi énormément d'éclairages dont on ne sait pas vraiment en fait à quoi ils servent. Je parlais, enfin, la photo que je vous montrais de la souterraine avec les arbres éclairés par le bas, c'est sur le parking de la gare. Est-ce que c'est pour mettre en valeur les arbres ou est-ce que c'est une façon d'éclairer le parking de manière un peu indirecte? On ne sait pas trop. Mais en fait, c'est déterminant parce que si c'est éclairer les arbres, c'est de la mise en valeur, on peut faire un peu ce qu'on veut. Si c'est éclairer le parking, non, c'est de la sécurité et à ce moment-là, c'est très réglementé. Et en fait, ça, qui c'est qui va attribuer la catégorie? C'est justement uniquement en cas de contrôle. Et le problème, c'est qu'il y en a très peu, voire jamais. Donc c'est là où la réglementation, c'est sa grande faille. Sur le papier, elle est très bien ficelée, mais après, il faut savoir que le contrôle est attribué soit au maire quand c'est des éclairages privés. Donc pour des particuliers, par exemple, c'est le maire qui est compétent. Et pour les éclairages publics, c'est l'État qui reprend la main, donc le préfet. Donc pour une commune, c'est le préfet qui devrait aller contrôler, voir si la commune a bien attribué les bons usages à chaque point lumineux et respecter les règles de chaque catégorie. Et pour un particulier, c'est le maire qui devrait le faire. Bon, autant vous dire que le maire ne remplit pas ce rôle pour diverses raisons. Voilà, comme on pourrait évoquer, pas envie de se brouiller avec ses administrés, autre chose à faire, pas de police municipale, il y a X raisons compréhensibles, mais voilà, en tout cas sur le papier, ce contrôle existe, mais il est très rarement mis en œuvre. Alors c'est un arrêté ministériel qui date de décembre 2018, qui est sur Internet, donc sur le site Légifrance, là où vous avez toute la réglementation nationale. Après, il y a le CEREMA, donc c'est un établissement public avec qui on travaille beaucoup, qui a fait un décryptage qui est très bien fait, justement, parce que c'est un arrêté qui est très technique à la base, très compliqué. Donc là, il y a des tableaux récapitulatifs avec justement pour chaque catégorie quelles sont les règles. Donc si vous tapez CEREMA, nuisance lumineuse sur Google, vous allez sûrement tomber dessus. Donc voilà, tout ça est transparent sur Internet, vous pouvez le trouver.
Après, effectivement, c'est un sujet qui est assez technique. Hein. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles la réglementation est mal appliquée. Nous, on a fait une étude sur les commerces. 99% des commerçants ne savaient pas qu'il y avait une réglementation sur les éclairages, et le 1% qui la connaissait trouvait que c'était trop compliqué. Alors, pourtant, bon, pour les commerces, c'est assez simple, c'est extinction entre 1h et 7h du matin, donc c'est pas très compliqué. Mais voilà, il faut rentrer dedans, c'est des seuils, des règles un peu complexes parfois. Ouais. Merci beaucoup. Je suis désolé, on va devoir s'arrêter là pour permettre l'installation de la table ronde à venir sur les conflits d'usage de l'espace. Merci beaucoup.